On va passer aux tendances médias. Et la première tendance que je veux partager avec vous, c'est une tendance marketing. C'est la trust economy. Clairement, le marketing d'influence est devenu une tendance de fond. Aujourd'hui, nous devenons, merci Eric, nous devenons tous des influenceurs et nous sommes tous sous influence. 31% des Français sont des advisors, c'est-à-dire des gens qui commentent ou qui likent les marques. Et ce chiffre devrait atteindre 70% à l'horizon 2022. On va donc entrer dans une véritable économie du trust, c'est-à-dire que la confiance pourra bientôt être un produit que les consommateurs exigent et non plus une simple commodité. Les marques ne pourront donc plus compter uniquement sur leurs influenceurs stars, mais devront faire avec ces fameux advisors. Alors, la deuxième tendance que je veux partager avec vous concerne les réseaux sociaux et la télévision. Alors, en 2016, télévision et réseaux sociaux jouent encore la carte de la complémentarité, comme le montrent les chiffres derrière moi. La question est pour combien de temps ? Le nombre de chaînes augmente, vous le savez tous, et dans le même temps, les audiences diminuent. Pourquoi ? Parce que notamment ces fameux millennials dont on a parlé passent de plus en plus de temps sur leur smartphone et sur les réseaux sociaux et on pense qu'ils auront beaucoup de mal à revenir vers leur écran de TV. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui ne veulent plus servir de second écran mais ils veulent devenir en fait une télévision à part entière. Alors, pour illustrer cette tendance de fond, l'exemple nous vient des États-Unis. Les retransmissions sportives ne sont plus l'apanage des télévisions, puisque Facebook et Twitter ont tenté des expériences récentes sur le football américain et sur le basket. Imaginez demain un match PSG-Arsenal sur Facebook. Eh ben, c'est pour demain. Alors la réponse des chaînes, eh bien, elle pourra venir à l'image de TF1 par des rachats. TF1 a racheté la semaine dernière Minute Buzz et c'est 250 millions de vidéos par mois. Le match reste donc ouvert, même si les purs acteurs du digital pensent que le match est déjà perdu pour les télévisions traditionnelles. Et mon voisin, je pense, va confirmer ça. Troisième sujet, et je clique, l'avenir des médias écrits, du print, qui doit passer impérativement par la complémentarité avec le digital. Alors, la révolution numérique, elle est en marche, elle est inexorable. Le modèle économique de l'information numérique reste certes encore fragile, mais certains supports écrits sont promis à une disparition certaine s'ils ne s'adaptent pas. Alors, il serait quand même stupide, comme on l'entend de temps en temps, de penser que les médias traditionnels sont voués à disparaître. Des solutions existent et je veux partager avec vous 2 exemples de solutions. Le premier, c'est le tempo de l'information. Le temps long pour prendre du recul face à l'hyper-réactivité d'Internet. Et le succès récent du monde diplomatique ou de Society démontre qu'il y a bien de la place en France et ailleurs pour des magazines qui savent se pencher en profondeur sur les tendances de notre société. Deuxième tendance, la diversification, l'innovation et la transformation. Là, l'exemple nous vient de Condé Nast avec notamment le lancement de réussi de Vanity Fair. Alors, outre le succès de l'édition papier, eh bien, Condé Nast investit énormément dans le digital et va, par exemple, faire une émission hebdomadaire qui sera diffusée sur le site du magazine avec ses 1,5 million de visiteurs uniques. Donc, définitivement, médias traditionnels et médias sociaux ne doivent pas être opposés, car ils sont complémentaires et qui répondent à un besoin et une demande différents. Dernière tendance, ce qu'on appelle le distributed media. Alors, le schéma de diffusion de l'information, jusqu'à présent, il était relativement simple. L'éditeur publiait son contenu sur son site et ensuite sur les réseaux sociaux pour partager ce contenu et atteindre ses audiences. Mais en fait, ce schéma, il a totalement explosé. Alors pourquoi ?
D'abord parce que les audiences sont de plus en plus fragmentées à cause de la multiplication exponentielle des plateformes. Ensuite, la portée organique des réseaux sociaux n'est plus ce qu'elle était. On dit qu'en moyenne, une publication sur la page d'une marque touche 4% de ses audiences. Dans ce contexte, il devient vraiment difficile de toucher sa cible. Et la conséquence est immédiate. Les marques et les médias atomisent leur contenu et on assiste à ce qu'on appelle cette plateformisation des médias. Et l'exemple, il nous vient des États-Unis avec le New York Times qui publie aujourd'hui sur 17 plateformes différentes des contenus adaptés à chacune d'entre elles. Donc ce schéma va se multiplier obligatoirement et les marques ne peuvent plus aujourd'hui se contenter de dupliquer des contenus. Elles doivent déployer une stratégie ciblée et dédiée à chaque canal. Et enfin, pour conclure, le quick win. Le quick win que je veux partager avec vous, c'est le mobile first. Alors on a l'impression que c'est une tendance qui est déjà actée, et voire dépassée. Et pourtant, la réalité est un peu différente quand on raisonne en termes de dépenses publicitaires. En effet, les marques n'investissent pas à hauteur des usages. En regard des plus de 50% de part de voix du mobile, la part dans les investissements pubs ne devrait pas dépasser les 30%. En fait, 20% pour la police et 30% pour les manifestants. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur le marché. En tout cas, on est assez loin de la part de voix du mobile. Et puis, une récente étude de nos amis de Milward Brown a démontré que les campagnes sur mobile pouvaient être très, très efficaces en matière de notoriété, de visibilité et d'intention d'achat, à condition, bien sûr, qu'elles respectent le consommateur. Le mobile et le digital sont donc prépondérants dans la stratégie publicitaire et tirent toute la croissance du programmatique. Mais Éric Marie va vous en parler avec toute la passion qui l'anime. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Première tendance sur 2022, 100% de l'industrie média est programmatique. Je ne parle pas juste du digital. Aujourd'hui, quand on regarde déjà le digital, on est à près des 4/5 qui sont programmatiques. Donc, c'est-à-dire que le digital sera 100% programmatique en 2018-2019. C'est une réalité. Si on prend déjà le search qui fait à peu près 57-58% des dépenses, aujourd'hui, c'est du programmatique. On prend la moitié du display, aujourd'hui, c'est du programmatique. On va revenir sur la définition du programmatique, je vois des questions dans la salle. Donc le programmatique, c'est déjà 50% du display plus 50% de croissance. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Et on va le voir, aujourd'hui, si vous voulez acheter de la télévision linéaire en programmatique, vous pouvez le faire en Australie, aux États-Unis, au Canada, avec par exemple les solutions d'AOL. Mais c'est vraiment cette grosse tendance. En fait, quand on dit programmatique, on ne parle pas de robotisation, mais une concentration sur des ressources humaines, sur les vraies valeurs de la publicité. C'est-à-dire terminer les ordres d'insertion, les achats de gré à gré. Ce sont des machines qui, en quelques millisecondes, sur des enchères, vont permettre d'acheter l'impression qui vont bien. Et donc, dans le corollaire du programmatique, c'est la prise de pouvoir des annonceurs. Et là, je vais prendre un exemple pour expliquer ce qu'est le programmatique dans une cour de récréation. Avant, les éditeurs avaient des sacs de billes et vendaient des sacs de billes dans lesquels il y avait des billes ordinaires et puis quelques billes de valeur comme des perles, des calots, des araignées. Et donc, on vendait ces sacs de billes. Maintenant, le programmatique permet exactement à l'annonceur d'acheter ce qui lui correspond. Donc, pour revenir à la réalité, on va parler effectivement d'outils programmatiques pour acheter en programmatique, que sont les DSP, les Demand Service Platform, qui vont permettre d'acheter donc dans les différents sacs de billes que sont les SSP, Supply Service Provider, et bien sûr équipés de DMP, et encore un troisième gros mot, que sont les Data Management Platform. Et donc on va pouvoir exactement, qui vont permettre de dire c'est cette bille-là que je veux, c'est cette impression-là, c'est ce spot-là. Et ça aujourd'hui, c'est une réalité. Vous avez vu les chiffres, ce sont des chiffres français. Donc le pouvoir aux annonceurs, mais ils prennent le contrôle sur leurs achats, leurs data, leurs performances publicitaires et également les plateformes qu'ils utilisent. Mais attention,
puisque c'est une compétition de citation, je cite le grand philosophe Peter Parker, aka Spider-Man, sur un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est le thème de cette troisième tendance qu'on pourrait considérer comme une menace pour les années à venir. S'équiper de technologies fermées, ce qu'on appelle aussi les wall gardens, les jardins clos, sont des prisons dorées. Chers annonceurs, chères agences, ici présentes, c'est à vous qu'il incombe de garder le contrôle et de bien utiliser cette liberté que le programmatique vous apporte. Garantissez la liberté, le choix, la diversité de vos achats dans un écosystème qui doit être ouvert sur la data, vos inventaires, vos outils de mesure pour garder le contrôle. Pour mieux comprendre, je vous invite, et on a fait référence à effectivement quelques sources hors France, mais comme Business Insider, comme le Wall Street Journal, AdEdge, qui évoquent régulièrement les dérives des plateformes fermées, qui sont encore aujourd'hui, et à ma grande surprise, un non-sujet sur le marché français. Le programmatique sont là pour se focaliser sur ce qui apporte de la valeur et la différenciation, je pense qu'on l'a vu dans les présentations précédentes, le contenu. On a parlé beaucoup d'émotions, ce chiffre mais va dans le même sens que ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire 70% des actes d'achat sont émotionnels. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, les annonceurs deviennent finalement des médias qui fabriquent du contenu et dont vont devoir le distribuer, également le monétiser à leur façon et avec, là encore, ces outils programmatiques. Enfin, le Quick Win est là, encore compétition de citation. Couvrez ce taux que je ne saurais voir, Tartuffe programmatique, acte 3, scène 2. Ne vous inquiétez pas, j'en garde une comme Alexandre sur ma grand-mère, il arrive. Et là, pour le coup, je vous montre ce que c'est que la visibilité. Vous avez ici, ça ne vient pas d'AOL, ça vient de Cancast, un autre trading desk, la répartition des inventaires selon leur niveau de visibilité en France. Vous voyez ici que si vous cherchez 70% de visibilité, c'est-à-dire la visibilité selon la norme MRC, c'est 1 seconde sur 50% de la surface publicitaire. 1 seconde sur 50% de la surface publicitaire, ce n'est pas non plus la mer à boire. En vidéo, c'est 2 secondes sur 50% de la surface publicitaire. Donc, pour avoir plus de 70% de visibilité, c'est uniquement 10% des inventaires en France. Si vous montez à 80%, ce qu'on garantit chez AOL, c'est 3% des inventaires. Et ça, que vous utilisez là encore en mode ouvert, des instituts de mesure comme IAS, Integrated Science, Mote, Mitrix, l'allemand, et d'autres. Et donc pour citer moi aussi ma grand-mère normande, malheureusement qui n'est plus là parmi nous, elle me disait, Éric Marie, la merde, c'est toujours trop cher. Donc le Quick Win, n'achetez pas de la merde, juste le Quick Win de la visibilité dans vos achats digitaux. Merci.